Bonjour et bienvenue dans le Vendée Live. Vous nous suivez en direct sur les réseaux sociaux et sur Infosport. L'image du jour, c'est celle de Thomas Ruyant, obligé, contraint de couper son foil bâbord fissuré, et ce afin d'éviter le suraccident après 19 jours de course. Je viens de couper mon joli foil. Voilà, donc on a coupé le bout pour enlever de la puissance dans l'appendice. Comme ça je peux garder ce morceau là sans risque. Parce que le risque c'est que le foil casse et que ça crée des dommages collatéraux. Donc voilà, c'est une petite mission quand même là. Et là je suis dans la pétoche, je vais essayer de m'en sortir quand même là. Parce que j'avance pas beaucoup là depuis tout à l'heure. Allez, à plus. Thomas Ruyant actuellement deuxième. On va y revenir d'ici quelques instants avec vous, Frédéric Pelatan. Bonjour Fred. Bonjour Maxime. Co-rédacteur en chef de l'équipe Édito. En visio avec nous, Marc Guillemot, figure, marin, très connu. Deux participations au Vendée Globe, une troisième place notamment. Salut Marc. Et puis en visio également, Servane Escoffier, navigatrice à la tête d'une écurie de course, celle de Louis Burton qui est également son mari. Bonjour Servane. Bonjour. Ça tombe bien que vous soyez là car c'est un certain Louis Burton, le skipper de Bureau Valais, qui est avec nous en direct au beau milieu de l'Atlantique Sud. Bientôt 19 jours de mer, 8e de la course. Bonjour Louis, moment crucial en ce moment, hein. Depuis quelques heures ça accélère. Oui, bonjour à tous. Merci d'avoir invité ces deux charmantes personnes. C'est une belle surprise pour moi. Ça accélère, Louis. Ouais, c'est sûr que là, il y a eu quelques jours de tricotage dans le petit temps pour essayer de tenter une option un peu différente et puis d'anticiper la rotation de l'anticyclone. Et là, ça y est, c'est parti. Là, ça fait depuis hier soir que c'est très appuyé. Ça va faire que forcir. On voit un joli ciel bleu derrière vous, ça va changer, ça va se refroidir aussi, mais vous êtes équipé. Ouais, alors les apparences sont un peu trompeuses. En fait, ça y est, ça s'est déjà pas mal refroidi. L'eau est déjà bien froide. On sent qu'on se rapproche des glaces. Ça va très vite. Le bateau est sous l'eau en permanence. Il a fallu réduire la toile hier soir, cette nuit, passer de spi à Génaqueur et puis ensuite prendre un riz dans la grande voile. Voilà, donc c'est une nuit assez courte pour moi. Quelle image avec ces paquets de mer qui vous surplombent au-dessus de la casquette. Servane Escoffier, donc, est en direct avec nous. Servane, peut-être une question à poser à Louis ? Je pense que comment ça va le moral en sachant que là maintenant tu commences à faire une belle route puisque tu fais le d'est, ça veut dire que tu es en train de tourner autour de la Terre et c'est plutôt sympa en général. Et si tu n'as pas trop de boutons et froid à tes fesses, voilà. Ouais, mais c'est un plaisir de t'entendre. Ah, la réponse. J'espère que le sud de ces quelques jours va payer et que les places vont remonter pour rentrer dans l'océan Indien. Une bonne position, ça aidera encore plus pour le moral. Mais pour l'instant, tout va bien. Même si on souhaite tous qu'elle paye, mais de toute façon, ici, l'équipe et tout est super fière du travail que tu fais. Et même si elle n'était pas à la hauteur de tes attentes, sache que c'est super bien d'être courageux et de prendre des options et d'oser faire différemment. Donc, de toute façon, ici, tu contentes tout le monde et on est tous, du coup, motivés à terre pour continuer de te soutenir. Yes, merci.
Les encouragements de Servan Escoffier, évidemment. Servan, vous restez avec nous. Marc Guillemot, aussi peut-être une question pour Louis Burton dans cet Atlantique Sud que vous connaissez bien également. Ouais, salut Louis. Écoute, ça fait plaisir de t'entendre. Et puis, je vois que tu as pris une option intéressante, en tout cas depuis 2 jours. Donc, j'imagine que là, tu as quitté la partie chaude, tu as passé la frontière pour arriver dans le froid et arriver dans les dépressions du Sud. Donc, je pense que tu as dû te couvrir un peu. Je voulais savoir comment se passait ta vie à bord et si tu arrivais à bien gérer la partie sommeil, la partie bouffe, la partie alimentation et puis la vie en général à bord, si tout se passe bien pour toi. Salut Marc, écoute, ça fait plaisir de t'entendre. J'espère que tu vas bien. Ouais, c'est sûr que là, cette petite phase de pétole pendant 2 jours, ça a permis de gérer tous les petits problèmes qu'il y avait à bord, qu'il y a eu à bord sur les 15 premiers jours de course. J'ai bien explosé une des cloisons structurelles du bateau à l'avant sur le deuxième front, donc il a fallu réparer, vérifier que ça tienne, des problèmes sur le Véranti, pas mal de petits bricolages, donc ça a permis de gérer tout ça et c'était pas mal de faire un break parce que c'est vrai que ces bateaux là à foil ils sont assez invivables dès que ça va vite et donc là on est parti pour une trentaine de jours comme ça en allant très vite, donc c'est un vrai sujet, ta question c'est un vrai sujet. Il faut réussir à se reposer, c'est pas évident, se déplacer, on se déplace à 4 pattes, il y a des coups de frein importants, il y a le bateau il est vraiment sous l'eau en permanence. Donc je pense que pour les bateaux qui ont envie de jouer devant et de se bagarrer, ça va être un vrai combat psychologique aussi pour le prochain mois qui arrive là jusqu'au Cap Horn, jusqu'à la sortie du Cap Horn. Combat physique, psychologique, on vous souhaite le meilleur. Donc Louis Burton, merci de nous avoir accordé, vous le skipper de Bureau Vallée, quelques minutes dans les 40e rugissants, donc le Sud, le Grand Sud, pour Louis Burton. Servan Escoffier, merci pour cet échange avec Louis Burton. C'est, disons-le, le début de course dont il pouvait rêver en tout cas. Ah oui, je crois qu'il est très content. Il s'est libéré je pense qu'il a eu 2-3 belles conversations, notamment avec quelqu'un comme Jean-Yves Bernot, et je crois qu'il s'est libéré cette fois-ci. Et en tout cas, on le sent très heureux à bord. Alors là, aujourd'hui, c'est une journée un peu particulière parce que c'est vrai que je pense que la transition de temps, de froid et le stress de rentrer dans les mers du Sud, c'est forcément un peu difficile. Après, par contre, il verra bientôt les albatros et il saura pourquoi il est là et on lui souhaite le meilleur pour le Cap Horn. Mais il est très très content d'être à sa place et aussi il est donc voilà, il est heureux aujourd'hui en mer, donc on l'est pour lui et on lui souhaite le meilleur. Mais comme à tous les autres, hein, d'ailleurs, on suit tout le monde et c'est assez rigolo d'ailleurs parce que je trouve que c'est un très beau Vendée Globe parce que chacun raconte une histoire différente et chacun, que ça soit dans la performance ou un peu comme d'habitude, mais là, je trouve que spécialement, c'est très, très sympa. Voilà. Et il rentre dans le dur, on l'a vu avec les conditions Servan hein, dans ces mers du Sud. Vous êtes navigatrice, vous avez navigué avec Louis Burton sur la Transat Jacques Vabre en 2017, 7e. Tous les deux, racontez-nous ce que ça fait, puisque vous le connaissez, ce bateau, de naviguer sur le bateau tenant du titre, ancien bateau d'Armel Lecléache. Ah bah, moi, j'ai un énorme respect pour tous les marins qui vont sur ces bateaux à foil, et pas que sur ceux qui sont à foil d'ailleurs, mais j'ai eu la chance d'y aller pour une Barcelona il y a 10 ans maintenant. C'est quand même, il fait froid, tu as un ressenti qui est gelé, tu vois des superbes choses, mais des animaux magnifiques, tu as la compétition qui te mène. Mais c'est vrai que ce bateau, notamment, je peux parler que de celui-là maintenant, mais en 2017, ça tape tout le temps. T'as toujours l'impression d'être entre le ciel, la mer, tu sais plus, t'en prends plein la figure. Après, c'est une grande chance de le vivre, mais il y a des moments qui sont forcément difficiles. C'est des bateaux, ce sont des usines à gaz déjà. On peut pas toujours se rendre compte, mais ils n'arrêtent jamais les skippers sur ces bateaux-là. Quand ils sont pas en train de faire leur météo, ils sont en train de faire leur check. Quand ils font pas leur check, ils sont en train de régler leur voile, d'essayer de se faire à manger, de prendre soin d'eux.
C'est un métier à temps complet et c'est d'ailleurs pour ça qu'on les suit tous autant à terre. Je parle des internautes, les gens qui suivent, parce que c'est fabuleux ce qu'ils réalisent. Et ils nous donnent surtout actuellement un peu de liberté et ça, c'est ce qui est assez génial. Donc, merci à chacun des skippers sur aujourd'hui. On en a tous besoin de ce grand air envoyé par les skippers. Merci beaucoup, Servan Escoffier, d'être intervenu dans ce Vendée Live. Donc, le point sur la course avec vous, Frédéric Pelatan. Expliquez-nous pourquoi ce moment est crucial, notamment pour Louis Burton. Alors oui, pardon d'abord à la deuxième partie de la flotte, on va un petit peu vous mettre entre parenthèses aujourd'hui parce que c'est la deuxième vérité, je dirais, de ce Vendée Globe après le passage de l'équateur. Donc on va regarder un petit peu cette carte au 3D avec, on le voit lundi, Louis Burton qui commence à manœuvrer pour se positionner dans l'ouest et le sud de la flotte de ce groupe de chasseurs là où ils étaient 7 ou 8 à la manœuvre avec Initiative Cœur, etc. Louis Burton à 17h décide de partir plein sud. Sam Davis finit par embrayer. Alex Thompson, qui est en train de réparer, lui aussi embrasse cette route sud. Et pendant ce temps-là, on voit PRB qui est plutôt dans l'est en compagnie de Maître Koch et Boris Herman. Et Jean Le Cam qui se fait la malle toujours vers l'est, la route préférentielle de Jean Le Cam dans cette première partie de l'hémisphère sud. PRB qui plonge à son tour dans le sud. C'est également le cas pour Arca après qu'on vient de voir passer à l'instant. Et puis on revient là sur la position d'Initiative Cœur et puis de Louis Burton là qui sont complètement à l'ouest et qui ont donc embrassé toute la bordure de l'anticyclone, de la zone de haute pression, avec un pari évidemment, ressortir éventuellement, si possible, devant tout le monde. Voilà, on verra d'ici quelques instants ce que ça raconte avec les météos et puis les projections de Christian Dumas. Et puis là, sur cette carto bien plus élargie, on voit la position d'Apivia très largement en tête avec dans son nord Thomas Ruyant et Jean Le Cam. Et que nous donnent les écarts justement au classement. Oui, on va faire un petit tour sur les chiffres de ce Vendée Globe avec la première partie des classements. Les voilà, donc Charlie Dalin est très largement en tête. Il a 262 000 d'avance sur Thomas Ruyant, qui est un petit peu ralenti par ses manœuvres aussi de la matinée, de la nuit. Jean Le Cam est à 365 000, n'a pas perdu sur Charlie Darlin. On va noter l'arrivée dans le top 10 de Giancarlo Pedotti, qui vient un petit peu plus loin. Il était 12e, 13e. Peut-être il y a encore 24 heures dans la deuxième partie de ce classement. On va voir qu'il y a aussi des écarts qui se resserrent avec seulement 100 000 d'écart entre Isabelle Joschke qui est 15e sur MACSF et Alex Thompson qui est remonté lui sur le premier tableau. Et dans la troisième page, on va noter qu'il y a une grosse fracture entre Pip Air qui est 24e et Alexia Barrier qui est 26e. Il y a 46 000 d'écart entre les deux. Et puis enfin, c'est un petit signe, c'est un petit clin d'œil, mais il est important. Jérémy Bayou est enfin passé sous la barre symbolique des 3000 000 d'écart avec la tête de la course. Jérémy Bayou qu'on va retrouver tout de suite dans les fichiers météo. Alors allons-y, Jérémy Bayou, 32e et dernier de cette flotte, donc exactement. Du Vendée Globe 2020-2021. Jérémy Bayou, où est-il? On va d'abord essayer de savoir pourquoi est-ce qu'il a été retardé. Il a été retardé à cause de ça. Ça, c'est la carto avec les sargasses, qui sont des bancs d'algues qui viennent de l'autre côté. On est sur les côtes africaines ici. Elles viennent de l'autre côté, elles viennent du Brésil, créées vraisemblablement, de ce que nous disent les scientifiques, par la pollution et la déforestation. C'est ce qu'on voit en marron là, c'est pas des nuages. Hein. Effectivement, ce sont toutes ces taches de marron. Normalement, elles restent dans l'arc antillais, mais manifestement, cette année, elles ont décidé de se balader, de venir. C'est pas une très bonne nouvelle. Dans la flotte du Vendée Globe, donc plutôt du côté oriental de l'Atlantique. Côté oriental de l'Atlantique, il y en avait même sur le pont, ça le ralentit un peu, en plus du poteau noir, beaucoup de motifs d'embêtement en tout cas pour Jérémy Bayou. Et puis ça se met effectivement dans la quille et ça ralentit pas mal les bateaux. Cette vision satellite, c'est la position de Charal ce matin à 9h, avec juste en dessous le poteau noir étalé avec des couleurs magnifiques là, pour le coup, sidérantes quand on est sur l'eau,
Le bleu, évidemment, sont les zones de calme. Les verts, c'est des vents à peu près établis. En orange, ce sont les grains qui déferlent en permanence et sans prévenir, parce que ce n'est qu'un instant, un flash, un instant T. En réalité, les grains ne préviennent pas vraiment et c'est très très difficile de les anticiper. Et c'est pourquoi c'est aussi compliqué de traverser ce poteau noir. Et c'est pourquoi on croise les doigts pour Jérémy Bayou, qui n'a jamais été très gâté avec les poteaux noirs. On va repartir sur ce magnifique outil qui nous est mis à disposition par Christian Dumas, le monsieur météo du Vendée Globe, et Sébastien Josse, le consultant météo de l'organisation, avec des positions qui sont bien établies. Celle de Charlie Dalin, là on le voit, il est ici à l'heure actuelle, ça c'est le premier temps de routage. Thomas Ruyant qui est ici, Jean Lecam qui est juste au sud, dans le nord, 365 000 entre le leader et le troisième. La position de Louis Burton est ici, c'est la ligne verte qu'on va suivre progressivement dans les minutes à venir. Là c'est Sam Davis, on a gardé la même position pour les deux. Ici on a Maître Coq, PRB, pardon. Ici Maître Coq, PRB et puis Sea Explorer Yacht Club de Monaco, et on va regarder une petite trace blanche qui va apparaître, vous allez voir, elle est importante. C'est un des grands mouvements de ces dernières heures. Donc là, on défile sur les projections météo, sur les routages qui sont opérés. Charlie Dalin qui va venir jouer avec la zone d'exclusion antarctique. Thomas Ruyant qui va rester un petit peu plus au nord pour profiter du début de la dépression là, qui va emmener tout le monde vers l'est et vers le cap de Bonne-Espérance tout là-bas. Le groupe Maître Coq qui arrive, et puis juste derrière, on voit arriver Giancarlo Pedote qui progressivement va se mêler à la lutte et au top 10. Entre-temps, la ligne verte de Louis Burton et Sam Davis a déroulé, et d'ici dimanche après-midi, lundi, normalement, les deux compères partis par la route tout à l'ouest devraient être aux alentours de la 3e et la 5e position de ce Vendée Globe. C'est en tout cas la théorie. Le passage de Charlie Dalin à hauteur du cap de Bonne-Espérance, ça serait lundi midi, peut-être même en plein Vendée Live. Merci Frédéric Pelatin pour toutes ces explications. Vous avez cité son nom, elle s'appelle Samantha Davis. Elle aussi veut accrocher le bon wagon. Vous l'avez joint justement ce matin en visio. Raconte-nous un peu ce coup de tactique que tu as signé en compagnie de Louis Burton, là. Ce coup de catapulte vers le sud. Oui, pour moi, c'était mon seule option, en fait. J'avais que ça c'était l'option la plus rapide pour moi, c'était de descendre vers le cap de Bonne-Espérance. C'était de contourner cette deuxième partie de l'anticyclone. C'est sûr que c'est bizarre de faire travers la route comme ça, mais j'étais convaincue qu'il n'y avait pas de choix pour moi. Donc oui, c'était juste la stratégie qu'il fallait faire. Ce qui me rassure, c'est que plusieurs fois dans d'autres Vendée Globe et d'autres courses que j'ai faites, j'ai bien vu que chaque fois, ça gagne plus qu'on voit sur le visage. Et chaque fois vers le sud, souvent c'est plus gagnant qu'on pense. Donc c'est ça qui m'a rassuré aussi. L'expérience d'avoir déjà vu ça et vu d'autres faire ça. Du coup, c'est une belle bordure qui va vous emmener très très vite sur les 40e là, avec une dépression qui va vous propulser vers le cap de Bonne-Espérance. Oui, carrément. Je suis presque au 40e, je suis à 38,30. Donc il reste qu'un degré et demi et je suis dans les 40e résistance. Je crois que lui, il doit être déjà dedans. C'est sûr que maintenant, ça y est, c'est parti. Je suis sur le tapis roulant et je pense que ça ne va pas s'arrêter jusqu'à pas longtemps. Frédéric, une question peut-être pour notre grand témoin du jour. Marc, je fais appel à votre expertise. On a vu pendant une semaine la flotte, là, le peloton de chasseurs, s'étirer tout à l'est la position de Jean Lecam, à tout à l'ouest la position de Louis Burton, et au final, après une semaine ou 5 jours de bagarre, tout le monde va arriver en même temps au même endroit quasiment. Qu'est-ce que vous auriez joué, vous, dans tout ça ? C'est difficile de répondre quand on n'est pas sur l'eau, parce que là, quand on voit les prévisions et quand je pointe les bateaux là, avec les prévisions qu'il y a un petit décalage parce qu'on voit que Jean il avance à 14 nœuds tout à l'heure alors qu'il est dans un endroit où c'est indiqué 7 nœuds de vent. Donc c'est un peu difficile de répondre à ça. Ce qui est certain, c'est que
ce qui a été joué par l'ensemble, enfin déjà par les leaders, par Charlie Darlin, c'est vraiment génial. Il a fait vraiment une belle course jusqu'à là. Et puis aussi l'intrus de ce Vendée Globe qui est Jean Le Cam, qui est vraiment la super nouvelle de ce Vendée Globe en tout cas. Qui a fait une trajectoire mais vraiment parfaite jusqu'à aujourd'hui. Ça va peut-être être un petit peu plus compliqué là pour les 24 heures qui viennent en tout cas, mais je trouve qu'il a fait une course assez magique et pour moi c'est vraiment je dis ça en blaguant bien sûr, c'est vraiment l'intrus de ce Vendée Globe parce que sur le papier on pouvait imaginer qu'il puisse rentrer dans le top 10, le top 12. Son expérience, on pouvait imaginer, avec son expérience, on pouvait imaginer qu'il rentre dans le top 8. Et là, depuis le début, il est entre leader et podium. Et je trouve qu'il fait vraiment une course extraordinaire. Mais j'oublie pas aussi tous les autres. La course est encore longue, Marc. L'émission est courte et on a une question, figurez-vous, des réseaux sociaux pour vous. Une question posée par Céline. Quel rapport entretenez-vous aujourd'hui avec Yann Eliès ? Elle fait sans doute référence, Céline, au Vendée Globe 2008, quand vous étiez venu porter assistance et secours au sud de l'Australie, à 2000 km au sud de l'Australie, à Yann Eliès, avec son fémur cassé, agonisant donc à l'intérieur de son bateau. Quel rapport aujourd'hui avec Yann ? On a des rapports on a des rapports normaux, je dirais des rapports d'hommes ou de marins quand on navigue. Mais voilà, c'est vrai que l'expérience vécue autour de Yann, ça commence à dater, c'est en 2008. C'était assez extraordinaire, enfin extraordinaire dans la mesure où aujourd'hui Yann est là pour en parler. Donc c'est vrai que moi j'ai mis ma course entre parenthèses pendant je sais pas, 72 heures, un truc comme ça. Enfin, c'était un moment difficile, mais je dirais qu'aujourd'hui, même à l'époque d'ailleurs, j'ai aucun regret. Ce qui était intéressant, ou en tout cas qui était vraiment important, c'était de porter secours. Et je pense que aujourd'hui, quand je vois la flotte qu'il y a, je crois qu'il n'y a aucun marin n'hésiterait à faire ce que j'ai fait en 2008. Je crois qu'on est tous capables de mettre sa course entre parenthèses pour aller se rapprocher d'un autre qui est en difficulté. Et vous aviez terminé, Marc. Allez-y. Ouais, ce qu'il faut savoir, c'est que jusqu'à l'entrée des 40e, on dira que tout le monde est en course. Voilà, chacun essaie de passer devant l'autre, de faire. Mais dès qu'on arrive dans les 40e, le jeu est différent. On est toujours en course, bien sûr, on essaie d'aller vite, mais on a toujours une attention un peu particulière par rapport à, j'allais dire, son voisin de palier, celui qui est pas trop loin. Et là, quelque part, même si tout le monde est en solitaire, on est tous dans le même bateau. Et je crois que la vigilance, bien sûr, par rapport à soi, mais par rapport au groupe, par rapport à tous les autres concurrents, est vraiment différente. Et c'est là c'est vraiment le cœur de ce qu'ont les marins quand ils naviguent, c'est dans le sud. Et on fait attention. Marc, dans les 40e, voilà. justement. On y est dans les 40e. Je vous propose de reprendre un peu de large avec les stories, justement, sélectionnées par Frédéric Olivier. Il y a des baleines, là. Il y a 2 baleines. Je crois que je vais m'écarter. Oula, il y en a plein. Il y en a plein. Moi qui pensais être tout seul. Ah, celui-là il est bien secos. J'avais dû l'oublier quelque part. Mais je vais pas le becter. Et plein gadin là le long de la côte brésilienne. Armel va au Brésil, pour danser la samba. Il va de ville en ville pour apprendre le pain. On vient d'échanger là à la VHF sur le 16. Voilà, c'est un cargo qui vient d'Afrique. Et il voulait savoir ce que je faisais par là. Je lui ai dit que je faisais le tour du monde en solitaire. Au large de l'archipel Fernando de Noronha, Brésil, les alizés du sud-est, ça va vite. La dernière étape, avant ce qu'on appelle les mers du Sud, avant un long bord de portant qui va être beaucoup plus sportif que ça pour aller vers le cap de Bonne-Espérance. Il va de ville en ville pour danser la samba. Wouhou! Moi je vous montre un peu la samba.
demandait pourquoi. Je lui ai dit que c'était une course. Et il m'a dit ah bon ok, et il m'a demandé d'où j'étais parti, de France, et où j'allais, du coup en France, mais en faisant le tour du monde. Voilà, ça envoie. Sérieux là. La Pitbull Brésil. Bientôt Sainte-Hélène. Ça interroge certains, et c'est normal. C'est pas anodin de faire le tour du monde en solitaire sur un bateau. Non, ça n'est pas anodin, mais c'est déjà la fin du Vendée Live. Rendez-vous demain. Merci beaucoup, Marc Guillaume, merci beaucoup. Servan Escoffier d'être intervenu en tant que grand témoin aujourd'hui. Au revoir, Servan. Bonjour à Saint-Malo. Au revoir, Marc Guillemot. Bonjour à la Bretagne également. Fred, à demain. On se retrouve à 12h30, vous connaissez l'heure. D'ici là, vous suivez l'actualité de ce Vendée Globe sur les réseaux sociaux. À demain, donc, 12h30.